Maintenant, nous allons commencer le module de la chaîne d'information. Donc, supposons que l'on a un ascenseur. Cet ascenseur doit, premièrement, répondre à l'appel de l'utilisateur. Quand un utilisateur appuie sur un bouton, l'ascenseur doit se déplacer vers l'utilisateur. Il doit aussi prendre en considération le choix de l'utilisateur. Il doit prendre aussi en considération l'état de la porte. Est-ce que la porte elle est fermée ou bien ouverte? On va dire que l'ascenseur doit recevoir des informations. Cette opération de recevoir les informations, on va l'appeler la fonction acquérir. Donc, selon ces informations, l'ascenseur décide est-ce qu'il va se déplacer vers le haut ou bien vers le bas. Cette opération de prendre une décision selon certaines données est appelée la fonction traitée. Selon cette décision et selon l'état de l'ascenseur, il doit communiquer l'étage actuel et le sens de déplacement à l'utilisateur. Cette opération d'informer l'utilisateur, on va l'appeler la fonction communiquer. Donc, dans la chaîne d'information, nous avons trois fonctions. La fonction acquérir l'information, traiter l'information et communiquer l'information. Maintenant, nous allons voir la première partie de notre cours qui est la fonction acquérir l'information. Donc, comment un système peut acquérir des informations. Pour l'acquisition de l'information, donc, pour l'actigramme, nous avons la fonction, c'est acquérir. Le nom du système qui réalise cette fonction, c'est capteur. La matière d'œuvre entrante, c'est information. Donc, il peut être une information provenant d'une autre partie du système, ou bien il peut être une grandeur physique. Par exemple, la température, la pression, la vitesse, la masse, ou bien le poids, l'accélération, et ainsi de suite. L'information de sortie, on va appeler, c'est un signal de sortie. Donc ça, c'est l'actigramme A-0 de la fonction acquérir l'information. Maintenant, nous allons voir le diagramme SADT de cette fonction. Cette fonction comporte 4 sous-fonctions. Premièrement, capter l'information. C'est le rôle du capteur. Après, le signal issu du capteur doit être filtré. Qu'est-ce qu'on veut dire par filtrer? Le signal que l'on va obtenir va contenir un bruit. Donc ce n'est pas un signal qui est directement utilisable. Donc pour l'utiliser, on doit éliminer ce bruit et c'est l'opération de filtrage. Par exemple, dans le cas d'un capteur électrique, on peut utiliser un condensateur. Le signal de sortie de la fonction filtrée est un signal qui a une faible amplitude. Donc on doit l'amplifier, par exemple de 5 mV à 5 volts pour l'utiliser. Et après l'amplification, on doit convertir ce signal. C'est le transformer d'une information analogique vers une information numérique ou bien une information logique. L'information peut être soit analogique, soit logique, soit numérique. Premièrement, l'information analogique.
C'est une information qui peut être représentée par une fonction continue. Par exemple, la tension. Si on trace la tension en volts, V en fonction du temps, ça c'est une information qui est analogique. Un autre exemple, c'est la température. U en volts, la température en degrés Celsius en fonction du temps. Cette information, c'est une information analogique. L'information logique, ou bien information tout ou rien. C'est une information qui peut prendre seulement deux états, soit le 1 ou bien le 0, soit vrai ou bien faux, soit 5 volts ou bien 0 volts. Généralement, c'est la représentation de cette information à l'intérieur d'un ordinateur ou bien d'un système électronique. Maintenant, l'information numérique. Supposons que l'on a une tension qui peut prendre 4 valeurs. Le 0, le 1, le 2 ou bien le 3. Ça, c'est juste un exemple. Cette information, on peut la représenter sous forme binaire 0, 0, le 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, on a 4 états possibles et ces 4 états, ils sont bien définis. Ce n'est pas une fonction continue. Donc, la représentation, par exemple, en fonction du temps de cette information, il va être de cette forme et ainsi de suite. Il ne prend que certains états. Il ne peut pas prendre un état intermédiaire entre ces deux états. D'une manière générale, dans la chaîne d'information, on aura besoin de convertir cette information analogique en une information logique ou bien numérique, ou bien l'inverse, on doit convertir cette information numérique en une information analogique selon le besoin. Cette opération appelée convertir le signal. Et on trouve deux types de convertisseurs. Donc, le convertisseur analogique numérique, CAN, il permet de convertir un signal analogique en une information numérique, ou bien le convertisseur numérique analogique. Il permet de convertir un signal numérique en une information analogique. Un capteur est un élément qui permet de capter la valeur d'une grandeur physique. Un détecteur est un élément qui permet de détecter la présence ou bien l'absence d'un phénomène physique. Les capteurs peuvent être classés selon 3 critères. Selon le type de l'information de sortie, est-ce que c'est une information analogique, logique ou bien numérique? Selon la grandeur physique mesurée, est-ce que c'est un détecteur de vitesse, de position, de température, etc. Selon le type de détection, est-ce que c'est un capteur à contact, c'est-à-dire est-ce que le capteur doit toucher le phénomène ou bien la matière physique qu'on veut mesurer, ou bien c'est un capteur sans contact, c'est-à-dire qu'il va donner la grandeur sans toucher la grandeur ou bien la substance qu'on veut mesurer. Le tableau suivant permet de résumer certains des capteurs les plus utilisés. On retrouve le capteur ou bien le détecteur, sa description, le type de détection, est-ce que c'est avec contact ou bien sans contact, la schématisation de ce capteur ou bien de ce détecteur, son entrée, l'information d'entrée ou bien la matière d'œuvre d'entrée et le type d'information de sortie ou bien la matière d'œuvre de sortie. Premièrement, l'interrupteur de position mécanique. Il permet de détecter la position d'un objet ou bien d'un obstacle. Est-ce que, par exemple, dans le cas de l'ascenseur, est-ce que la porte, elle est ouverte? Quand la porte s'ouvre, il va toucher un capteur et quand elle se ferme, il va toucher un autre capteur. Donc, elle donne une information qui est soit la porte elle est fermée ou bien elle est ouverte. Donc, c'est une information
logique, tout ou rien. Interrupteur à lame souple est un interrupteur qui permet la détection d'un champ magnétique. Il est utilisé pour détecter la fin de course d'un vérin. Le détecteur de proximité. C'est un détecteur, il permet de détecter les objets à faible distance. Il est utilisé pour la détection d'objets fragiles. Donc, il permet de détecter un objet sans le toucher. C'est un capteur sans contact et on y retrouve deux types. Le détecteur de proximité capacitif et le détecteur de proximité inductif. Le détecteur de proximité capacitif, c'est-à-dire qu'il va utiliser un effet du champ électrostatique ou bien il va détecter la valeur du champ électrostatique. Pour ce type de détecteur, je vais le représenter par exemple comme ça, on va créer un champ électrostatique dans cette zone. Et ce capteur, il va détecter ce champ électrostatique. Donc, quand on introduit un objet entre le capteur et la deuxième armature, qu'est-ce qu'il va y arriver? La valeur ou bien l'intensité de ce champ électrostatique, il va varier. Et on va obtenir une information sur la présence d'un objet. Et puisqu'on aura cette variation pour tout type de matériaux, que ce soit des matériaux plastiques ou bien des matériaux métalliques, donc le système permet de détecter tous les types d'objets. C'est un des avantages. Le symbole normalisé de ce type de capteur, on commence par l'indication que c'est un capteur de proximité. Pour indiquer que c'est un capteur de proximité, on dessine ce symbole. Et puisque c'est un capteur de proximité capacitif, on va ajouter un petit condensateur ici. Et ça, c'est la sortie de ce capteur. Le capteur de proximité inductif. Dans la réalité, il a la même géométrie que le capteur de proximité capacitif. Mais dans ce cas, nous avons ici une bobine qui va générer un champ magnétique dans cette zone. L'introduction d'un objet dans ce champ magnétique va changer sa forme et son intensité. Donc le capteur, il permet de capter la présence de cet objet grâce à un champ magnétique. Et le symbole normalisé de ce type de capteur, donc c'est un capteur de proximité, c'est le symbole d'un capteur de proximité d'une manière générale, et on va y ajouter le symbole d'une bobine. Et ça, c'est la sortie du capteur. Le détecteur photoélectrique, il se compose d'une diode qui permet d'émettre un signal lumineux. Ce signal lumineux sera réfléchi vers un phototransistor. Ce phototransistor va laisser passer un courant IC lorsque il reçoit de la lumière dans cette partie. On va comparer ce transistor par rapport au transistor ordinaire que l'on a déjà étudié. C'est par exemple dans le transistor ordinaire, on doit donner un courant IB pour que le transistor laisse le courant IC circuler. Mais dans les phototransistors, on doit donner de la lumière. Donc, il permet de détecter la présence de l'objet sans le toucher. Donc, c'est un détecteur à distance. Et le symbole de ce type de détecteur, c'est, on doit mettre le symbole d'un phototransistor et le symbole d'une diode lumineuse. Les modes d'utilisation d'un détecteur photoélectrique. Premier mode, c'est système proximité. En absence d'un obstacle,
le faisceau lumineux ou bien la lumière, il peut continuer son trajectoire. Et on aura un signal de sortie qui est faux. Lorsqu'on présente un objet devant le capteur, la lumière va être réfléchie vers le capteur et on aura un signal vrai ou bien 1 à la sortie. Le mode système barrage. L'émetteur et le récepteur, dans ce cas, elles sont séparés. Ils constituent un barrage. Lorsqu'il n'y a pas d'objet ou bien d'obstacle entre l'émetteur et le récepteur, la lumière passe de l'émetteur vers le récepteur et on aura un signal faux. Lors de la présence d'un objet ou bien d'un obstacle entre l'émetteur et le récepteur, la lumière ne peut plus être reçue par le récepteur et on obtient un signal vrai. Donc le capteur nous indique qu'il y a un obstacle. Le système réflexe, l'émetteur et le récepteur sont du même côté et nous avons un miroir de l'autre côté. Lors de l'absence d'un obstacle, la lumière est réfléchie de l'émetteur vers le récepteur. Lors de la présence d'un obstacle, la lumière ne peut pas atteindre le miroir et donc il n'est pas réfléchi vers le récepteur et on obtient un signal vrai qui indique la présence d'un objet. Le capteur de pression, il permet de mesurer la pression dans une conduite ou bien dans un réservoir. La sortie, c'est une sortie analogique. Le capteur de débit, il permet de mesurer le débit d'un fluide, qui peut être soit un liquide ou bien un gaz. La circulation d'un fluide à l'intérieur du capteur va faire tourner une turbine. Il va faire tourner cette turbine. Donc on aura ici un mouvement de rotation. Et cette turbine, il permet de faire tourner à courant continu. Il permet d'obtenir une tension U qui est proportionnelle à la fréquence de rotation. La fréquence de rotation de cette turbine, elle est liée directement au débit QV. Donc, si on a la tension U en volts, on peut obtenir la fréquence de rotation en tours par minute. Et cette fréquence, elle est directement liée, ou bien il permet d'avoir le débit en mètres cubes par seconde. Le codeur rotatif. Ce capteur permet de mesurer l'angle de rotation d'un axe et l'encoder sous forme d'un signal numérique. C'est un capteur à contact. L'arbre de ce capteur, il est lié à l'arbre dont on veut mesurer la rotation.